one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Bryant for the win. Luka Doncic en mode je sais tout faire. Mais pour le Shaq, le joueur des Mavs n'est pas une superstar. Selon lui, il n'y en a que 4 dans la ligue. LeBron, Steph, Giannis et KD. D'accord ou pas d'accord? La NBA fait son retour en France en janvier prochain avec l'affiche Détroit-Chicago. Les places sont déjà toutes parties, mais ce qui fait polémique, c'est le prix. Se moque-t-on des fans français? C'est notre débat. Débat, il n'en a pas eu beaucoup dans sa carrière. Mais aujourd'hui, à bientôt 38 ans et pour sa 20e saison NBA, LeBron James s'est confronté au poids des années. Le King est blessé. Fait-il la saison de trop? On se pose la question dans le Focus. Hype, épisode 6, saison 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France, la hype du basket US continue, un très gros programme qui vous a été présenté par notre chef d'édition Lucien. On va accueillir l'équipe qui va en discuter maintenant. Angelo, toujours en place. Toujours en place, ravi. 6e épisode déjà. 6e, ça passe vite. Hein. Ça passe Elle vite. fait sa rentrée des classes avec nous. On la voit aussi dans les magazines LFB de la chaîne. Mélissa, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Tu vas bien? Plaisir d'être là. On accueille les États-Unis aussi avec Melvin Carsanti du côté de San Francisco. Il était avec nous la semaine dernière, il a pris l'avion, il est de retour chez lui. Comment il va? Eh ben, il va très bien. Comment allez-vous? On va très bien, Melvin. Merci Tu d'être nous là. manques, Melvin, reviens. On sait que tu te lèves. Merci pour la fidélité. Antoine, la veste, la chemise du côté de New York. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Tout va bien. Ravi de vous voir. Bon, ravi de te voir si bien vêtu. On a un invité, agent NBA, ça nous fait plaisir, c'est notre premier agent d'ailleurs dans l'émission. Il est aussi directeur international basketball chez Independent Sport et Entertainment. Yann Balikouzou est avec nous, comment il va? Ça va très bien, bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là, on sait que tu as beaucoup de boulot en cette saison NBA et même par rapport aux joueurs que tu as dans le championnat de France, Axel Toupane notamment, tu nous fais le plaisir d'être là. Merci, on a pris du temps à réussir à caler ça, ça fait un moment qu'on devait le faire, mais au final on a réussi. Bon bah super, on sait que tu as pas mal de choses en plus à nous dire dans le programme qu'on a concocté pour vous. Jeux concours, vous en avez l'habitude, hein, on vous offre régulièrement dès qu'on peut des livres. Et là, on a l'étoffe des héros. Julien Matonnière et Daniel Chansor sont à l'origine de ce livre, une préface de Boris Dio. Et ça vous est offert par les éditions Amphora. Pour le gagner, ça va se passer sur Twitter. Il faut simplement répondre à la question suivante. Alexis Aginsa était là la semaine dernière. Il a été drafté NBA en 2008. On a besoin de connaître la position de la draft d'Alexis Aginsa. Si vous n'avez pas la réponse, il faut aller voir l'émission de la semaine dernière. Comme ça, vous l'aurez. Et ensuite, il faut aller sur Twitter et on vous donnera la réponse la semaine prochaine, le vainqueur. Donc, annoncé la semaine prochaine. Attention au bouquin. Dans la prochaine émission, je vais le poser, ce sera plus simple. On va poser. Gros programme, je le disais, on va se lancer avec les news dans Hype ou pas Hype. Yann, rubrique news, on scrute un petit peu les news en NBA, puis on essaie d'en récolter les plus hype, et puis on en discute ensemble. La semaine dernière, on a parlé d'une déclaration faite par un certain Tony Parker, la légende du basket français. On peut peut-être se remettre la décla de Tony Parker. Il évoquait en somme, voilà la décla qui arrive, les jeunes Français partent trop tôt en NBA, et c'est bien dommage, car tu ne peux plus les forcer à rester en France ou en Europe. Tu es bien placé pour évoquer un petit peu ces problématiques. Hein. On ne l'a pas dit, mais on va réinsister. Tu gères notamment la carrière de Killian Hayes, qui joue donc en NBA, qui est le Français le plus haut drafté de l'histoire jusqu'à présent. Pour le moment, voilà. Septième place. Donc ça, c'était dans les colonnes de l'équipe. Et une autre légende s'est exprimée récemment, c'est Dirk Nowitzki, la légende de Dallas, un champion NBA en 2011, qui lui ne voit pas d'un bon oeil qu'il y ait une limite d'âge pour arriver en NBA. La décla, voilà, elle est là. Pour moi, c'est juste de la bêtise, c'est juste stupide. On pourrait tout aussi bien leur ouvrir les portes si ils sont prêts. Voilà, donc deux sons de cloche, deux légendes. Un qui pense qu'on arrive trop tôt, en tout cas pour les Français, et d'autres qui pensent que dès qu'on est prêt, on y va. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu es plutôt hype
côté Dirk ou hype côté Tipeee? Sur ce coup-là, je vais devoir suivre Dirk, même si j'aime beaucoup Tipeee. Ouais. Non, personnellement, j'ai un côté assez libéral sur ce point-là. Il faut savoir également qu'avec la NBP et le syndicat des joueurs, avec qui on a un séminaire tous les ans, c'est une question qui revient sur la table depuis 4-5 ans. Okay. Ils vont ouvrir, il n'y aura plus besoin d'avoir 19 ans révolus pour aller en NBA. On ne sait pas quand ça va se faire. Apparemment, une date qui serait évoquée, ça serait 2024. Mais pour moi, je considère que si un joueur a le niveau, a le potentiel pour aller en NBA avant même ses 19 ans révolus, et je parle bien de potentiel, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la draft, c'est de la spéculation. Okay. On parle de potentiel. Potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle beaucoup de potentiel et de prospects et autres en France. Un prospect, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le potentiel d'arriver à ce niveau-là, comparé à d'autres qui ont le potentiel d'arriver à ce niveau-là. Mais pour arriver là, il y a plein d'impondérables. Il y a du travail, il y a des choix, il y a beaucoup de choses. Et donc, un prospect pourrait peut-être arriver uniquement à ce niveau-là. Mais il y a tous ces impondérables. Et donc, la NBA se dit quoi? On draft des joueurs très jeunes parce qu'on va les avoir sous la main, on va pouvoir les développer et les façonner à d'autres manières. Okay. Moi, je suis adepte de ça. Pourquoi je suis adepte de ça? Parce que, d'une, je pense qu'il n'y a aucun endroit sur Terre pour développer un joueur pour la NBA qu'en NBA. En Europe, on va les former pour qu'ils soient des bons joueurs en Europe. Okay. Les coachs n'ont pas le temps de les former, à les préparer à la NBA. Leur objectif, c'est de gagner des matchs. Bien sûr. Donc la NBA, si on envoie ces joueurs-là en NBA qui vont passer un temps en G-League pour se développer, c'est parfait. Je peux prendre l'exemple d'un Anthony Simmons qui a fait post-grad, qui n'a pas fait l'université. Je veux l'exemple de Kylian. Je veux l'exemple de joueurs que l'exemple de Kylian. Je donnais l'exemple de Kylian, très simple. Kylian, dans le plan de carrière qu'on avait dressé, l'idée, c'était de se dire que l'année avant sa draft, il faut qu'il ait un rôle majeur. Pourquoi? Parce que si tu fais une étude, il y a une corrélation chez les Européens entre leur réussite et le rôle qu'ils ont eu l'année d'avant en Europe. Okay. Donc avoir un rôle majeur était super important, surtout en tant que meneur. On rappelle qu'il était du côté de l'Allemagne. Hein, il était à Ulm, voilà. Il était à Ulm avec voilà, c'est ça, avec Jaka Lakovic comme coach notamment, pour travailler différents détails en termes de meneur. Je trouvais que c'était pas mal. Ouais. Et ils lui ont laissé la place pour s'exprimer. Okay. Et c'était quelque chose d'assez important, justement pour cette corrélation-là entre le fait d'avoir des responsabilités avant de partir et la réussite en NBA. Mélissa, ton avis, je sais qu'on en a beaucoup débattu en off. Je sais que tu as un avis assez tranché par rapport aux déclarations de Tipeee. Tu es plutôt Tipeee ou Dirk Nowitzki? Plutôt Dirk, comme Yann, parce que je reste persuadé aussi qu'on parle d'une chose, il a dit très importante, donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir jouer. Aujourd'hui en France et comme en Europe, c'est la gagne. On peut le voir aussi avec l'exemple de Wembanyama qui était à l'Asvel en Euroleague et qui n'a pas eu beaucoup de temps. Après, bon, il y a eu des blessures, etc. Mais je ne pense pas qu'il aurait eu la même place et la même opportunité de pouvoir jouer que comme il a là, par exemple, à Levallois. Mais on a un cas bien spécial avec Levallois. On a toute une structure qui a été montée autour du jeune pour pouvoir le permettre d'être drafté. Et c'est la chance qu'on donne aujourd'hui à l'étranger à beaucoup de joueurs français. Donc moi, je reste persuadé, comme dire qu'il dit... Le monde du basket est en train de changer. Il faut à un moment donné s'adapter. Il ne faut pas rester toujours old school de vouloir que... Parce qu'on donne l'opportunité à des jeunes de rester en France, oui, mais ils ne jouent pas. C'est-à-dire qu'à quoi ça sert d'avoir des jeunes talentueux, de ne pas pouvoir leur donner du temps de jeu? Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Ces jeunes-là perdent leur temps. Pas perdre leur temps, mais par rapport à la draft aujourd'hui qui reste quand même éligible à un certain âge, tu permets à des jeunes de partir beaucoup plus tard, d'être en confrontation avec d'autres générations, beaucoup plus forts peut-être, et de perdre sa chance. Moi je pense qu'aujourd'hui, oui, si un jeune est prêt à jouer et est prêt à avoir son opportunité, il faut lui donner. L'exemple parfait de Sidi qui est parti pour se préparer justement aussi à cette possibilité-là. Ouais. Il est aujourd'hui dans le pays, il va s'affronter dans le système, il va être confronté à tout son monde en fait. Et moi je pense qu'il n'y a pas mieux comme préparation, donc comme dire que je suis... Plutôt Dirk. Bien sûr. Ok, un Français qui est plus si jeune que ça, on va évoquer le cas d'Evan Fournier dans notre deuxième news, le joueur de New York, Knicks de New York, qui sort du banc cette année. On va se poser une question un peu à l'image de ce que peut avancer Orelsan. Est-ce que c'est basique ou est-ce que c'est tragique pour Evan Fournier de sortir du banc cette année? Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un petit peu tragique. On sait qu'il était très très excité de jouer pour les Knicks, de jouer pour New York, d'avoir un rôle. Alors l'idée, c'est évidemment que quand même quand il sort, il puisse avoir assez grosse contribution, mais on sait que c'est pas pareil. Et le plus tragique, c'est surtout qu'on sent qu'il fait plus partie vraiment des projets de la franchise et que s'il y a preneur, il sera plus là, quoi. Ok, c'était attendu quand même ou pas qu'il change de statut, Evan? Disons qu'à partir du moment où ils ont recruté Jalen Brunson, ça se murmurait. Et déjà qu'on en parlait un petit peu l'an dernier, où il avait fait une bonne saison, en tout cas sur le rôle qui avait été défini pour lui.
Mais bon, ce rôle-là allait changer avec l'arrivée de Jalen Brunson. Ça se murmurait. Et avant le premier match, il me semble, dans le Garden, entre collègues, on en parlait qu'en gros, ça venait. Quel est l'intérêt, Angelo, pour Evan? Est-ce qu'il faut accepter son rôle et son sort et d'être plutôt un bon coéquipier en sortie de banc, ou peut-être essayer de se retrouver une situation qui correspond peut-être à ses attentes, c'est-à-dire d'être un joueur important dans une équipe importante? La réponse c'est La réponse c'est, c'est-à-dire c'est A et B ensemble. D'accord. Tu dois être un bon coéquipier, être un professionnel, faire ton boulot au quotidien, mais tu dois en parallèle chercher une autre situation pour pouvoir rebondir. C'est ce qu'on fait dans Betclic Elite. À 30 ans. Oui, bien sûr. 30 ans, poste 2. Même à 35 ou à 18. Si tu es dans une situation sportive qui n'est pas idéale pour ton bien-être et aussi pour ton plaisir au quotidien, et que tu es en capacité de pouvoir peut-être amener à quelqu'un d'autre ou de te relancer tout simplement. Parce que parfois, c'est une histoire de... Il y a un blocage ou alors le style de jeu pratiqué par l'équipe ou l'utilisation de ton coach, peu importe. On ne va pas essayer de chercher exactement la raison. Mais si tu te souviens du premier pod, on a présenté les Français. J'avais déjà mentionné qu'il y avait des bruits du côté de New York qu'avec l'arrivée de Brunson, on allait repousser... on peut YouTube, hein, vous allez regarder l'émission. C'était pas donc il n'y a rien de surprenant pour moi. C'est logique entre guillemets de par la configuration de l'équipe. Maintenant, Evan est un joueur avec un gros mental, avec une grosse capacité à rebondir et j'ai aucun doute que si ce n'est pas forcément cette saison, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ça, mais qu'il retrouvera un statut qui lui permettra de prendre du plaisir et d'avoir un impact dans une équipe compétitive. On va suivre ça, hein. Bien sûr, la situation d'Evan nous intéresse et si on peut même l'avoir dans l'émission, pourquoi pas en discuter avec lui. On sait que les calendriers sont un peu denses en NBA. On va parler d'un ancien joueur aussi qui avait un très très gros mental. C'est le Shaq dans la chronique D'accord, pas d'accord. Bon, vous vous souvenez de Shaquille O'Neal, hein, on va pas se refaire les présentations. Grosse légende des Lakers, multiple champion NBA. Top 10 all-time. Hein. Voilà, top 10 peut-être all-time. Minimum peut-être. Top 10. C'est un autre débat. Il est devenu consultant maintenant, hein, sur TNT et donc il s'exprime notamment sur la jeune génération, la génération actuelle. Et il y a quelques mois, on a ressorti d'ailleurs la déclaration, il y a quelques mois il s'est exprimé sur le niveau des joueurs NBA et pour lui, il n'y a que 4 superstars en NBA, donc ça fait un petit peu débat. On vous a ressorti le passage dans l'émission KGM donc de ESPN, où il parle un petit peu de toutes les quotes sorties par les anciens joueurs. On vous montre le passage et ensuite on en discute. Shaq said on a podcast recently, he named 4 superstars. He said there aren't many superstars in the league. He said Steph Curry's a superstar, Giannis Antetokounmpo is a superstar, and he goes, who else? I'm not sure. Oh, yeah, Bron. Let's not forget him. And I guess, yeah, KD. And that's it. Alors, les 4 superstars en question, LeBron James, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo et le dernier, j'oublie d'ailleurs, KD, voilà, Kevin Durant, merci beaucoup. Kevin Durant, voilà, donc il s'affiche les 4 superstars actuels de la NBA. Selon Shaq, bien sûr, hein, on va en débattre. Avant d'en débattre, peut-être poser un peu les critères pour savoir superstar, star ou simple joueur NBA. Pour nous, donc, le palmarès compte forcément, les performances actuelles aussi. Donc ça, c'est le terrain. On va mettre aussi le hors-terrain, l'influence qu'on peut avoir sur sa communauté, si on a des business, si on vend des maillots, si on est un joueur avec une chaussure à son nom, des petites choses comme ça. Donc on va essayer de se poser ces questions-là à partir de ces 2 critères-là, enfin ces 4 critères-là. Vous êtes OK ? Oui, c'est des critères, justement. Ce sont des critères. C'est des bons critères. Ce sont des critères. Alors, à cette question, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le Shaq ou pas d'accord? 2 chroniqueurs, justement, se sont opposés. Antoine est plutôt d'accord avec le Shaq et Angelo est plutôt contre la déclaration du Shaq. On va commencer par Antoine. Antoine, tu as 1 minute pour convaincre Yann et ensuite on donnera la main à Angelo qui fera le même exercice. On attend juste le top de notre chef d'édition en régie et puis on y va. C'est bon, tu peux y aller Antoine. Bon, déjà, être pas d'accord avec le Shaq, c'est un peu dangereux, hein, je pense qu'on peut en convenir. Mais de manière plus sérieuse, superstar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas juste une star dans ton équipe et donc pas juste dans ton sport, tu es une superstar, tu es au-dessus de ça. Ça veut dire que tu vas au-delà de ton sport. Et franchement, même ici aux États-Unis, je pense pas qu'il y a plus de gens. Je suis même pas sûr qu'un Kevin Durant, dont on parle plutôt pour des mauvaises choses, soit plus connu que en dehors de son sport. Des gens comme ça, un petit peu lambda, je suis pas tellement sûr qu'ils le connaissent, qu'ils peuvent sortir son nom. À la limite, même un Kyrie,
serait plus connu que lui. Donc je suis assez d'accord avec plutôt même les 3 noms que les 4 noms. J'enlèverais peut-être même Kevin Durant parce que les vrais superstars pour moi c'est Steph et LeBron vraiment au-dessus. Giannis, surtout avec ce qui s'est passé récemment, MVP des finales, ce qu'il a fait et tout. Mais sinon, franchement, je vois pas d'autres noms. Il y a Luka un petit peu, mais il n'y est pas encore. Ja Morant un petit peu, il n'y est pas encore. Si tu sors du basket, même ici aux États-Unis, les gens ne te sortent pas d'autres noms. Très bien, merci Antoine. On a vu Angelo sourire. J'ai l'impression que tu es prêt à répondre au Shaq et à Antoine en même temps, quand tu veux. Alors déjà, il faut me rajouter au minimum 3 noms sur cette liste. Combien de joueurs en NBA à l'heure actuelle sont à plus de 28 points et plus de 7 passes de moyenne? Il n'y en a que 2 officiellement. C'est Ja Morant et Luka Doncic. Luka Doncic, il a retourné l'Euroleague quand il avait 17 ans et il est en train de retourner de la NBA comme on l'a rarement vu sur les 20 dernières années à l'heure actuelle. Ja Morant, vous voulez parler d'impact, vous voulez parler de love qu'il reçoit du public? Dans le top 10 des maillots les mieux vendus à l'heure actuelle, Kevin Durant, il n'est pas dedans. Ja Morant, il est dedans. C'est le joueur le plus électrique et un des plus sexy à l'époque qu'on avait Allen Iverson. C'est le Allen Iverson nouvelle génération. Jokic, double MVP en titre. Vous allez me dire qu'un mec qui a réalisé les performances statistiques historiques à la hauteur de Wilt Chamberlain, vous n'allez pas le mettre au statut de superstar? Et vous savez pourquoi sont 3 superstars ces mecs-là? Parce que n'importe quelle équipe de NBA à l'heure actuelle donnerait le contrat maximum et se battrait s'ils étaient disponibles sur le marché. Donc ce sont des superstars. Et voilà, on en fait tomber le micro. J'en casse le matériel. Drop mic. Donc pour toi, le terrain, j'ai bien compris que le terrain dominait quand même un petit peu l'influence autour. Mais même le reste. Bon. Luka Doncic est une star connue internationalement. Il a retourné l'Europe et il est connu en NBA à la même échelle qu'il l'était. C'est fini. Mais je répondais à ta question. C'est terminé quand même. On va, avant de donner la main à Yann, je pense que tu as écouté ça religieusement, on va quand même remettre un petit peu Mélissa dans la discussion et d'abord Melvin sur justement le point de vue des deux. Est-ce que tu te ranges plutôt vers Antoine ou est-ce que tu as plutôt des arguments qui vont vers ceux d'Angelo? Alors, ça me fait mal au cœur de dire ça. My Splice Bro, tu sais que je t'aime, mais moi, je suis plus pour du côté d'Antoine. Et je l'explique parce que pour moi, il y a des joueurs qui peuvent être estampillés superstars par la Ligue ou par les médias. Et après, il faut confirmer sur le terrain. Et Angelo parlait de terrain. Pour moi, on dévalue ce que ça signifie d'être une superstar, comme par moment, on dévalue ce que ça signifie d'être un Hall of Famer. Pour moi, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas mettre Ja Morant ou Luka encore, c'est que tu as, 1, la longévité, 2, la régularité, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas assez ou qu'on ne met pas assez en avant. Faire ce que fait Steph, LeBron sur 10, 15, 20 ans pour LeBron, c'est juste exceptionnel. Et après, évidemment, tu as la performance et le succès. Finals MVP, c'est des winners. Aujourd'hui, je suis désolé, Jokic, il a gagné 2 MVP, il a fait quoi d'autre en NBA? Il n'a rien fait. Ja Morant, c'est trop tôt. Zion, c'est trop tôt. Luka, il a fait une finale de conférence. Mais pour moi, c'est trop tôt de mettre ces joueurs-là dans le camp des superstars. Mélissa, c'est parti, on t'écoute. Alors, je suis ni avec... en fait, je vais prendre un peu de tout pour mettre ensemble, pour définir, parce que comme on dit, Antoine vient de dire, on mélange vraiment ce que c'est superstar et Hall of Fame ou just a star. Quand on parle de superstar, dans les critères qu'on a donnés tout à l'heure, on va au-delà du basket. Et quand on va au-delà du basket aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de Stephen Curry, parce que quand on parle de Stephen Curry, on va mondialement, on va en Chine, tout le monde connaît aujourd'hui Stephen Curry, comme connaît The GOAT Michael Jordan. C'est ça. Quand on parle de superstar, on va au-delà de nous, de notre communauté. De son sport, quoi. De ce sport, c'est ça. Et donc, il y a des joueurs aujourd'hui, pour moi, par exemple, si on pouvait parler de ça, il faut parler aussi de comment on a impacté en tant que joueur. Si aujourd'hui, je regarde un petit peu ce qui se fait, moi, ça me fait rire de voir des gens, même des jeunes qui sont dans la rue, etc., faire des step back. Aujourd'hui, si je vous parle de step back, à toutes les personnes qui sont là, vous pensez à qui du step back, par exemple? Oh, moi, c'est James Harden. Hein. James Harden, tu penses à qui? On pense à... C'est-à-dire que, attention, mais je veux dire, il y a des choses aujourd'hui, on ne peut pas... pour moi, là, on parle de LeBron James, oui, parce que dans la longévité, je vais rejoindre Antoine sur ça. Parce que LeBron James, KD, Giannis et Steph. Même Giannis, je ne le mettrais peut-être pas aujourd'hui parce que Giannis... non, pas de blasphème sur le plateau de sport Giannis, en France. Non, on parle de superstar. Pas de blasphème. On est en train de parler de superstar. Donnons la main à Yann maintenant. Je pense que Yann, tu n'as pas le mec, il a un film Disney, s'il vous plaît. C'est une superstar. C'est moi le juge, c'est ça? C'est toi le juge. Donc il faut que tu donnes un point final. Je dois juste avoir un droit de réponse sur ce qu'il vient d'être. Après, Yann. C'est moi le juge. OK. Donc, j'aime beaucoup Angelo, mais je vais être avec Antoine. Antoine. Il y a des critères. Je fais partie d'une école où le fait de faire gagner son équipe est le plus important que tout.
C'est le but du jeu. Les joueurs qui ont des titres de Finals MVP, qui ont fait gagner leur équipe, pour moi, ça les place un step au-dessus. Ja Morant, Luka, c'est extraordinaire, mais pour moi, ils appartiennent à un autre tiers que ces gars-là. Ces gars-là, ils sont au-dessus. Mais toi, c'est le sportif qui prime. Qui prime. Moi, après, je vais dire une chose. L'influence hors du terrain, comme community, tout ça, en vrai, pour définir une superstar, je m'en fous un peu. Pour être honnête. Mais attention, ce qui me paraît important, c'est des gens qui ont révolutionné leur jeu. Qui ont révolutionné le jeu. Steph Curry, dans ces cas-là. Steph Curry, James Harden. James Harden, pas vraiment à mon goût. Il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un. Brown. Il y en a qu'un. Brown, même si je ne suis pas un super fan de Brown, il faut respecter ce qu'il fait et comment il a révolutionné sa position. Bien sûr. Tu vois, Giannis, sur un basket positionless, tu ne peux pas lui donner une vraie position. Et il a carry on son équipe et j'y étais au final, j'ai vu ce qu'il a fait. KD, c'est le basketteur ultime. Dernière question pour amener le débat à un autre niveau. On a des borderline, puisque pour le coup, on a essayé de se dire qui n'est pas loin d'être une superstar aujourd'hui en NBA. Donc vous les avez mentionnés, mais on va peut-être le refaire ensemble. Ja Morant, James Harden, Luka Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid, Zion Williamson. On en a peut-être oublié. Qui parmi ceux-là est proche? Et là, tu vas pouvoir répondre à Mélissa et répondre à ma question. Qui est proche d'être une superstar NBA? Alors, j'ai presque envie de dire qu'ils le sont tous à un certain degré, mais qu'il y a des étapes différentes pour chacun. Maintenant, je maintiens que Luka Doncic et Ja Morant et que Nikola Jokic sont des superstars. Je vais défendre mes points. Vous êtes à 4 contre 1, là, vous en faites pas. J'ai les épaules larges. J'ai les épaules larges. On y va, ok? Le problème, c'est qu'on parle de la notoriété à l'international. Jeremy Lin a une notoriété qui a giflé la notoriété de tous les joueurs qui ont été mentionnés à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que c'est une superstar ? Ne nous égarons pas. On doit faire un alliage de tous les éléments qui ont été mentionnés. La notoriété à l'international, la notoriété d'abord sur le territoire américain parce que c'est la NBA avant toute chose, les performances sur le terrain, le potentiel, le sex appeal marketing, la totale. Vous me parlez de Ja Morant. À l'heure actuelle, Ja Morant est en train de marquer son territoire comme la nouvelle génération Allen Iverson. Je finis mon point. Luka Doncic, s'il vous plaît. Oui, Luka Doncic est en train statistiquement de faire des choses. Il porte à lui tout seul une franchise qui n'a aucun talent autour de lui jusqu'en finale de conférence. Alors oui, il n'a pas gagné de titre. Il n'y a qu'une équipe qui gagne des titres. Et quand tu es dans la génération Jordan ou la génération Curry et LeBron, il n'y en a pas beaucoup des titres à distribuer. Donc que Nikola Jokic et consorts ne gagnent pas des titres ne devrait pas être un facteur qui définit si ce sont des superstars ou pas. Dans ce cas, on met Westbrook dans les superstars. Il a fait un triple-double sur une Il l'a été. Dans ce cas-là, on le met dans Il ne l'est plus depuis 3 ans, mais à l'époque où il fait 3 saisons. Angelo, on est en train d'essayer de différencier les stars des superstars. Ouais. Si tu gagnes un titre avec des titres de Final MVP, forcément, tu es une superstar. Si tu ne l'as pas fait, t'es quoi? T'es pas une superstar non plus. Mais donc, il y a les critères sportifs, il y a les critères marketing, il y a toutes ces choses-là. Westbrook, il était à une époque une superstar. Maintenant, son stock est descendu à un niveau où tu ne le considères plus comme une superstar. Parce qu'il y a la culture du « What have you done for me lately ?» C'est toujours aussi la culture de l'instant. On ne peut pas juste se baser sur la carrière d'un joueur. Il a fait 3 saisons d'affilée en triple-double et il a réécrit l'histoire. Et il a effacé de l'histoire un certain Oscar Robertson. Alors dans ce cas-là, moi je te poserai aussi une question. On parle de superstar quand tu as, par exemple, si tu mets LeBron, le respect que les joueurs se donnent entre eux, ça aussi, ça fait partie de... Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Ja Morant a le respect de tous ces superstars. Il n'a pas encore prouvé. Il a le respect d'absolument tout le monde au sein de la Ligue et de tous les consultants américains qui vont clamer haut et fort que ça va être une superstar. Ça Même va John être, Sall. mais ça ne l'est pas. Il ne l'est pas encore. Il lui manque son titre. Il ne l'est pas encore. On va aller du côté des États-Unis parce qu'ils ont un son de cloche peut-être un petit peu plus, on va dire, proche, puisqu'ils voient les joueurs évoluer régulièrement. Melvin, ton avis sur les propos d'Angelo et ensuite Antoine, parce que je sais qu'Antoine, tu as l'air d'être chaud aussi sur la question. Melvin d'abord. Sur Ja Morant, j'entends ce que dit Angelo. Par contre, encore une fois, je pense qu'il est estampillé superstar et c'est plus un aspect marketing. C'est-à-dire qu'il est extrêmement excitant, il monte au dunk, c'est super, il a une super personnalité. Mais encore une fois, comme le disait, moi je rejoins Yann sur l'aspect sportif. Avant toute chose, il faut que tu sois un winner sur le terrain, il faut que tu montres ce que tu fais sur le terrain. Aller en demi-finale de conférence une fois, c'est pas suffisant. Et encore une fois, c'est pas contre Ja Morant, il est juste trop jeune pour être mis dans ce rarefied air d'être une superstar. Pour moi, c'est juste ça. Jokic, tu nous donnes des excuses. Ah bah parce que c'est l'ère de LeBron. C'est un fait. Désolé. Est-ce que Karl Malone et John Stockton sont des Dream Teamers?
Oui. Est-ce que Kyle Drexler est un Dream Teamer? Oui. Est-ce qu'ils ont gagné un titre? Hell no, sauf Clyde Drexler en toute fin de carrière quand il est à Houston. Pourquoi Michael Air Jordan? Tu vas pas les mettre au même niveau que Michael. Mais pas même. Mais oui, mais ce sont des Dream Teamers, ce sont des Hall of Famers. Et au niveau des superstars, quand on a qui trustent tous les titres parce qu'ils sont surdominants, est-ce qu'il n'y a pas d'autres superstars qui peuvent exister à leur côté? Alors, vous êtes en train de me dire que les Avengers, c'est un mec. Réponse d'Antoine, parce qu'il faut qu'on avance. J'entends ton point, mais il faut que Antoine. Il y a un seul Avengers, les gars, ou quoi? Antoine, exprime-toi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que Angelo, soit la semaine dernière, il a redéfini les règles du débat, et là, il prend 30 fois le temps de parole des autres. C'est pas ma faute si tout le monde est d'accord. Ouais. Tu t'es trahi toi-même. T'as dit Luka Doncic et Durant, c'est des stars en devenir. Ils ne le sont pas encore, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas au-delà de leur sport. Superstar, c'est pas que tu es juste une star dans ton sport. Superstar. Tu vas au-delà de ton sport. C'est tout. Et ça s'arrête à cette liste-là. On n'a pas dit Joel Embiid. Joel Embiid, c'est pas non plus un bras cassé, quoi. Eh ben, c'est pas une superstar. Aux États-Unis, il a un gros statut. Les gens qui suivent le basket le surrespectent. Mais c'est pas une superstar parce qu'il va pas au-delà de son sport. Il va au-delà de son sport, il est juste tout le temps blessé. On va conclure cette question. On retient surtout le point de Yann Balikouzou, agent NBA présent pour nous. D'accord avec Antoine, donc la liste des 4 sont des superstars. Pléthore de consultants NBA qui ont joué en NBA et qui sont respectés sont d'accord avec moi. Bon, c'est tout ce que je dirais. Très bien. Bah, on les invitera, peut-être qu'ils donneront leur point dans l'émission. On va rester sur le thème NBA. Par contre, on va retourner du côté de Paris dans le débat de la semaine. Ça continue à débattre, superstar, star. On est perdu. Je pense qu'on refera ce thème dans quelques semaines, histoire de vous départager. La NBA arrive à Paris. Ce sera le 19 janvier prochain, 2023. Donc on a encore un petit peu de temps. Mais l'actualité, c'était quand même l'ouverture de la billetterie, puisque ça s'est passé la semaine dernière, donc le 8 novembre dernier. Il y a eu pas mal de petits soucis à ce niveau. On va déjà se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce match, puisqu'on a la bande-annonce à vous passer, et ensuite on en discute. « 19 janvier 2023, les Bulls de Chicago et les Detroit Pistons d'un certain Killian Hayes seront à Paris pour un match de saison régulière. Donc c'est pas de l'exhibition, ça comptera pour la saison régulière. Ce sera du côté de l'Accor Hotel Arena. La billetterie la semaine dernière, certains ont eu la chance d'avoir des billets et d'autres se sont posé la question de savoir si devaient acheter les billets ou si même ils pouvaient acheter les billets, puisque les prix proposés ont été en tout cas incroyablement élevé pour certains. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la NBA est adaptée au marché français? Est-ce que les prix proposés peuvent être justement intéresser les fans français, en tout cas se permettre de s'acheter ce spectacle sportif? Ça, c'est la grosse question de notre débat de la semaine. Mais avant, on va peut-être essayer d'expliquer aussi quelle est la structure un peu des recettes de la NBA, parce qu'on ne sait pas réellement comment ce grand bardome fonctionne. On sait qu'il y a des droits télé, on sait qu'il y a du ticketing, on sait qu'il y a du merchandising aussi. On va poser la question à Antoine, peut-être avec toi, Antoine, si tu peux nous aider un peu à restructurer. Alors, je vois ta tête, alors je vais peut-être aller du côté de Melvin. Il va être un peu plus au fait des chiffres. Donc, Melvin, tu peux nous expliquer un peu comment la NBA se structure au niveau de ses recettes, et après, on ira justement sur la dynamique française de la NBA. Merci Antoine pour me passer la balle avec une seconde sur les 24. Non, mais les structures de revenus de la NBA, comme tu l'as dit, il y a plusieurs voies. Le premier, le plus gros, c'est le contrat télé, donc qui représente plus de 2 milliards à l'année. Le contrat actuel qui arrive à échéance en 2025, donc qui courrait sur 9 ans et qui était de 24 milliards de dollars. Alors là, il y a l'objectif du nouveau contrat, c'est de le doubler, voire de le tripler. Donc on parle de 50 ou 75 milliards sur 9 ans pour la prochaine saison. C'est déjà un peu en négociation, on va voir ce qui va se passer. Et après, Lucien, si tu veux revenir sur l'autre carton, on a merchandising, c'est pareil, plus ou moins 1 milliard. Donc on a
tout ce qui est deal sur les maillots, les ventes des maillots, etc. On a les tickets qui eux aussi représentent plus de 1,5 milliard de dollars sur la saison. Et enfin, on a tout ce qui est sponsorship, avec le plus gros qui est avec Tencent, le géant chinois, qui lui aussi va au-dessus du 1,5 milliard. Donc tout ça représente, j'ai envie de dire, les plus grosses sources de revenus pour la NBA. On a un agent NBA donc, qui est plutôt dans la partie business de ce sport qui peut-être peut nous expliquer aussi la structure justement des recettes de cette ligue. En fait, il y a un point aussi qui est intéressant à prendre. Les chiffres sont tout à fait corrects. C'est quel est le revenu que peut faire un propriétaire de franchise NBA sur un match. Donc, en gros, selon les marchés, en ticketing, c'est entre 1,2 et 2 millions par match. Okay. Sur tout ce qui est prestations annexes, on est entre 500 000 et 750 000 par match. Et sur les gros marchés type New York ou Golden State, en ticketing, ça peut monter à 3-4 millions. Okay. Donc, voilà, pour vous donner un exemple, et ça peut expliquer un petit peu les tarifs qui vont être présentés maintenant. Qui vont être présentés, merci pour la passe D. On y va. On arrive sur le marché français. On a des clubs, bien sûr, en BetClick qui proposent aussi un spectacle intéressant, mais à des prix peut-être un peu plus abordables. On sait aussi, pour faire d'autres parallèles, que on n'est pas loin du Paris Saint-Germain, et avec des stars aussi, qui proposent aussi des tickets d'entrée assez élevés, mais pas au prix qu'on va vous proposer là, en tout cas qu'on va vous présenter là. Alors voilà, la fourchette va de 80 à 875 €. 80 € pour les catégories les plus élevées, donc vous allez être tout en haut de l'Accor Hotel Arena. Exactement, et pour être proche du terrain sans être courtside, ça va être un billet de 875 € à dépenser. Déjà, première question pour Mélissa, est-ce que le public français, le public parisien peut-être, ou même français, quand je dis parisien, c'est plutôt francilien, long sur la couronne aussi, est capable de se payer un spectacle de cette envergure-là? Alors, je vais répondre de façon... s'ils l'ont proposé, c'est qu'ils ont analysé. Ils considèrent aujourd'hui que c'est possible de le faire. Okay. On achète des téléphones aujourd'hui à plus de 1 000 €. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois que la NBA fait un match en France. Ouais. Ça a été la dernière fois avec les Charlotte et les Milwaukee. Donc, je pense qu'ils ont fait, par exemple, entre guillemets, ils ont dû voir le potentiel. Ils ont dû voir ce qu'ils ont dû, entre guillemets, avoir comme recette. Je te coupe, tu parles de 2020, hein, le match Hornets-Bucks. Hornets-Bucks, oui. Les places, 65 €, la plus basse. Là, on est à 80 cette année. Et 650, la plus élevée, on est à 875 cette année. Et donc, à mon avis, c'est ce que je dis. S'ils l'ont fait et que ça a marché, pourquoi pas hausser? Donc, je serais, entre guillemets, businesswoman, excusez-moi. J'aurais tenté le coup, puisque si ça a marché une fois, si à 600 €, on achète une place, on l'achètera à 800 €. C'est ça la mentalité qu'il faut toujours avoir. Et s'ils le proposent aujourd'hui, c'est qu'ils ont analysé, ils pensent que ça sera faisable. Et vous allez voir que ça va être rempli. Après, je voudrais ajouter une chose. Il ne faut pas penser uniquement couronne francilienne et France. Ouais. C'est pour l'Europe, ce match. Ouais. Moi, j'y allais régulièrement à Londres. Tu avais des gens qui venaient de toute l'Europe. Ouais. C'est unique. Un match qui va se jouer en Europe à une heure européenne, les gens sont prêts à payer pour ce que tu as appelé, et très justement, ce spectacle sportif. Okay. Parce que les gens viennent pas voir. Et quand on connaît les tarifs des places en NBA aux États-Unis, dans certaines salles, on a quelqu'un qui est à San Francisco, il doit connaître les tarifs. Ouais. Franchement, on est dans les prix du marché. Melvin, le marché californien, tu maîtrises bien, Golden State, San Francisco. On sait que pour avoir une place là-bas, il faut avoir le porte-monnaie plein ou alors être patient. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Est-ce que tu es choqué par ce type de prix ou est-ce que finalement le spectacle en vaut, entre guillemets, la chandelle? Non, je suis pas du tout surpris. Alors, comme Yann le disait, à Golden State, c'est avec les Lakers, je crois que c'est les billets les plus chers. Je crois qu'on est à 150, voilà, prix moyen à Golden State. Donc, je peux vous dire que je suis très content d'avoir les accréditations presse. Ça me prend tu m'étonnes. Mais non, mais je suis pas du tout surpris. On voit le prix moyen d'un ticket en NBA, c'est à peu près 80 $. Et comme le disait Yann, là, on ne peut pas comparer ce match-là à un match de Betclic Elite ou même à un match du PSG, parce que le PSG, ils ont quoi? Ils ont 30 matchs à domicile par saison. Là, c'est un match de gala, c'est un match qui est pour l'Europe. Donc, ils savent très bien que, pour moi, je le comparerais
plus à un All-Star Game ou vraiment à un événement qu'à un simple match de saison régulière. Antoine, New York, Barclays Center aussi du côté de Brooklyn, deux salles et deux publics différents, mais un gros marché. Est-ce que les prix, toi, parisiens, te choquent ou est-ce que finalement c'est justifié par rapport à la caravane NBA? Non, ça ne me choque pas. Après, c'est pas la NBA qui fixe les prix dans leur salle, c'est chaque franchise. Donc là, c'est différent puisque on est sur un match estampillé NBA, pas juste la franchise qui a sa salle et qui contrôle. Mais effectivement, comme on l'a dit, il y a une grande variété de prix entre si tu vas à Memphis ou si tu vas à Golden State. Nous, même ici à New York, entre si tu vas prendre un match au Madison Square Garden et souvent d'ailleurs, le même adversaire va jouer 2 ou 3 soirs plus tard au Barclays Center, ça ne va pas être le même prix. Donc voilà, l'échelle de prix change, etc. Le seul truc que je dirais, c'est que quand même les revenus, la culture de la consommation n'est quand même pas la même aux États-Unis. Donc on ne peut pas non plus comparer exactement les prix de la même manière, quoi. Aux États-Unis, les revenus sont plus élevés, les gens commencent à faire plus de dettes, à mettre ça sur une carte de crédit qu'ils vont payer sur 2 ou 3 ans. C'est un petit peu différent quand même, quoi. Mais sinon, les prix ne me paraissent pas excessivement choquants, sauf quand on regarde ce qui se pratique sur d'autres produits. David d'Angelo. Pour moi, il y a 2 éléments importants. La NBA, c'est une machine de guerre où tout est réfléchi et tout est bien pensé. Donc, avant de faire quelque chose, il y a une étude de marché, numéro 1. Numéro 2, il y a aussi cette loi ancestrale de l'offre et de la demande. Donc, qui dit offre, dit demande. Qui dit demande, dit offre. Et pour un match NBA à Paris, où tu as, on va dire, une accessibilité de toute l'Europe qui, en plus, peut faire d'une pierre deux coups, on va aller visiter Paris, il y a 30 000 trucs touristiques à faire. Et en plus, on va faire cerise sur le gâteau la NBA. Je vais payer mon petit 400 €, 500 €, prendre ma chambre d'hôtel, emmener ma femme, mes enfants, peu importe. Si c'est le voyage qu'on fait cette année aux alentours de Noël, ce sera comme ça. Offre et demande. De toute manière, comme l'a dit Mélissa, et je suis entièrement d'accord avec elle, ce sera rempli. Et pour le mot de la fin, justement, pour Mélissa? C'est ce que j'allais dire un peu pour conclure, c'est l'Américain te vend un rêve avant tout de te vendre, entre guillemets, le match en soi, parce qu'on sait tous que ce n'est pas les matchs, entre guillemets, de début de saison qui sont les meilleurs et qu'on a envie de voir, mais on te vend un rêve. Les gens vont venir pour voir DeRozan, les gens vont venir voir quelqu'un, donc ils paieront. Ils ne peuvent pas aller se payer un billet d'avion plus un ticket, mais aujourd'hui, ils peuvent le faire parce que c'est en Europe. Ce n'est pas les mêmes prix en termes de déplacement. Donc on va le mettre peut-être ce prix-là pour entrer dans la salle et pour voir son joueur dont on a toujours rêvé de voir. On peut le voir en vrai, on peut limite effroler de le toucher. Donc je mettrai ces petits 800 € pour peut-être s'il tombe à côté de moi, à touch him. Mais je veux dire, les gens, c'est ça qu'ils vont acheter, ils achètent un rêve. Tu parlais de rêve, il y a eu pas mal de critiques un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On vous en a sélectionné quelques-uns là que vous voyez à l'antenne. Moi, je vais vous en lire un quand même. Je suis dégoûté, je me suis inscrite en juin pour les préventes, vérifier pourquoi. En fait, c'est pour qui vos places? Donc, est-ce que c'est pas pour des influenceurs ou des personnes un petit peu hors basket? Arrêtez de faire révéler le petit peuple. Merci. Voilà. Donc après, les gens le prennent mal, le prix est justement il y a une légitimité dans ça. Ils ont raison. Il y a une légitimité dans ça. Après, peut-être, est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de places? De toute manière, Bercy, c'est que 15 000 places. Ou 18 000, je ne sais plus, là, c'est 15 000, je crois. Je ne sais plus le nouveau. Donc Bercy, c'est, quoi qu'il arrive, plus petit qu'une salle NBA. Donc si tu regardes rien que le bassin parisien. Il y aura des malheureux. Voilà, il y aura des malheureux. Si tu arrives à remplir Roland-Garros pour un match Paris-Monaco, tu vas avoir 2 franchises NBA qui se déplacent à Paris, tu peux en remplir 10 des Roland-Garros. Donc l'Accor Arena, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc malheureusement, le petit peuple, quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui... Rien qu'au Quai 54, les gens ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas accès au show. Et ils attendaient pendant 2 jours dehors sous le cagnard parce qu'il n'y avait pas assez d'accès avec 5000 places. Il y aura toujours des gens déçus et malheureusement, c'est la loi un peu. Tu reviens sur l'offre et la demande. Bien sûr. La demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc ils peuvent installer les tarifs qu'ils veulent. Allez, on conclut là-dessus. Petite question pour Angelo. Tu vas acheter ta place? No. Ok, voilà. J'ai le League Pass, donc il n'y a pas de souci. On a fait 10 minutes pour rien. Bon, voilà, l'événement le 19 janvier, on aura peut-être aussi le temps d'en reparler pour faire monter un petit peu la sauce. Ce sera du côté de Paris, l'Accor Hotel Arena, je vais y arriver, dans quelques semaines. Patientez encore un petit peu, fans de NBA. Nous, on va discuter jeux. En tout cas, on va essayer de se rapprocher de la NBA du côté de LeBron James et les Lakers. C'est parti.
est-ce qu'on va parler jeu ou est-ce qu'on va parler infirmerie? Je ne sais pas. Ça fait un peu de mal quand on parle de la star et de la légende même, de la superstar, monsieur Angelo. LeBron James, 38 ans bientôt, 20e saison NBA. On ne va pas vous le représenter. Il y a 4 titres NBA. La légende des Lakers passée par Miami. Plus de finales perdues que de gagnées. Peut-être, mais c'est un autre débat. LeBron James est de plus en plus blessé. On sait que le bilan comptable des Lakers est pas très bon. Et LeBron, voilà, le palmarès qui s'affiche. LeBron commence un petit peu à être sur la tangente, on va dire. Question simple, pardon, je vais y arriver. Question simple à notre agent NBA. Est-il normal de voir LeBron peut-être un petit peu en difficulté sur le plan physique? L'est-il réellement? Et surtout, faut-il s'inquiéter pour sa saison, tout simplement? Il est tout à fait normal qu'il décline sur le plan physique. C'est juste humain. Okay. Si on prend l'exemple de Michael Jordan, qui jouait au même âge, il a adapté son jeu. C'était plus le Michael Jordan des Chicago Bulls. Il a adapté son jeu pour être intéressant. Le problème de LeBron, peut-être, c'est qu'il n'adapte pas son jeu. Il veut toujours jouer comme le LeBron des premières années, de Cleveland, de Miami. Aujourd'hui, physiquement, même s'il est super bien entretenu, c'est plus le même. Il est question d'adapter son jeu. Et si on veut extrapoler un peu le débat, est-ce qu'il est encore intéressant pour lui d'avoir toute la charge du jeu? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour lui et les Lakers de laisser Westbrook avoir la star du jeu? Il est capable de déléguer et laisser les autres prendre plus de responsabilités? Il faut peut-être savoir se réinventer. Mais je ne pense pas. Kyrie, hein. Ouais, je pense pas qu'il soit cramé. Je trouve qu'on en fait peut-être un petit peu trop là-dessus. Okay. Mais il est clair qu'à son âge, physiquement, bien sûr qu'il va décliner. Okay. Il l'a fait qu'avec Dwayne et Kyrie. Melvin, Californie, LeBron, tu l'as vu, un match d'ailleurs d'ouverture où les Warriors accueillaient les Lakers. Quelle impression t'a fait LeBron? Et sur ce que tu vois aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas qu'il s'économise ou, comme le disait Yann, qu'il adapte peut-être un petit peu son approche du jeu? Alors moi, j'ai absolument aucune inquiétude par rapport à LeBron. Comme le disait Yann, c'est normal. Je veux dire, il a 38 ans, il va forcément commencer à décliner. Mais je pense que si vous prenez tous les joueurs qui ont eu 38 ans dans l'histoire de la NBA, je pense qu'il est largement au-dessus. Il faut savoir que LeBron, c'est quelqu'un qui dépense 1 à 2 millions par an juste sur son corps, sur sa santé pour être prêt à jouer ses matchs. Après, je rejoins ce que dit Yann sur le besoin d'évoluer. Et je pense qu'on est peut-être... Alors, je ne sais pas si on est en train de le voir, mais cette saison, il prend beaucoup plus de tirs à 3 points, beaucoup plus de tirs à mi-distance. Il va peut-être un peu moins au cercle. Après, je ne sais pas si c'est une réinvention ou si c'est LeBron qui est dégoûté par l'effectif qu'il y a autour de lui et qui essaie un peu d'envoyer des messages au son front office. Et je pense que ça peut être aussi le cas avec le temps qu'il va prendre pour soigner sa blessure actuelle. Antoine, LeBron James, faut-il qu'il s'adapte à son âge et à son physique du moment? Ouais, bah déjà, on ne s'inquiète pas tant que ça pour lui, quand même, ça va. Oui, c'est normal qu'il doive adapter son jeu. On l'a dit, le physique change, etc. Là où moi je m'inquiète plus, c'est plutôt qu'il avait cette ambition de dépasser Jordan. Et à mon avis, vu l'image qu'il laisse là sur les saisons Lakers hors celle de la bulle, bah on n'y est pas du tout, quoi, tu vois. Donc il y aura les statistiques, il y aura plein de trucs. Là, il va déplacer Karim, etc. Mais pour l'instant, quand même, ça laisse pas une très très grosse impression. Maintenant, il n'est pas fini, donc il peut encore nous laisser une dernière très bonne impression sur 1-2 saisons encore derrière. Mélissa, quels sont les derniers objectifs de LeBron James? Il est quand même en fin de carrière, 20 saisons NBA, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est dépasser Karim Abdul-Jabbar au ranking du meilleur scoreur all-time NBA, ou est-ce que c'est peut-être, je sais pas, il l'a déclaré, attendre que son fils Bronny James soit drafté et qu'il puisse jouer avec lui? Je pense que pour LeBron, il y a 2 choses. Il y a gagner, parce que je pense que c'est ce qui fait encore rester et le motiver à travailler comme il le fait, à investir comme il le fait dans son corps, c'est gagner des matchs et gagner un championnat parce qu'il est encore à la recherche de cette dernière bague qu'il veut. Et ensuite, à côté de ça, il y a Bronny, bien sûr. Il l'attend, je pense que c'est un rêve et je pense qu'il va le faire, il va l'accomplir. Il va tenir en tout cas jusqu'à ce que son fils puisse jouer en NBA et jouer ensemble. Je pense que ça ferait rêver peut-être tout le monde. Incroyable. Moi, je pense qu'avant tout ça, il ne faut pas s'inquiéter parce que la saison n'a fait que de commencer. Des blessures, il y en aura. Alors, ça se trouve qu'il s'est blessé et que ça n'a rien à voir avec son âge, même si, en tout cas, pour moi, c'est un très gros facteur aujourd'hui. Mais il faut aussi... Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est être en admiration parce qu'à 38 ans, faire ce qu'il fait, moi, je pense que ça mérite que du respect. C'est ça, c'est du respect qu'on devra avoir et puis, entre guillemets, apprécier qu'il puisse encore être avec nous, se soigner, le laisser revenir et faire ce qu'il a à faire. Mais il va revenir, il va... Angelo, ton avis sur
la fin de carrière, comment il doit gérer? Est-ce qu'il doit s'adapter? Est-ce qu'il faut attendre son fils? Est-ce qu'il est encore en mesure d'être champion NBA, à ton avis? Étant nouveau papa moi-même et sachant ce que je ressens au quotidien, au contact de mon enfant, j'attends mon bébé, c'est tout. Je veux dire, il n'y a même pas de, pas de titre NBA? Alors si, bien sûr. Bien sûr, en l'état actuel, les Lakers ne sont pas construits pour le titre. Mais Antoine, je sais que tu partages mon ressenti. Si tu as l'opportunité d'avoir ton fils à tes côtés, de vivre cette expérience-là, je peux te dire que tu le feras, mais d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui va t'aider à tenir. Ouais. Donc, je pense que c'est le réel objectif à l'heure actuelle. Je pense que ça ne l'était pas il y a 2 ans. Okay. Mais qu'il se résigne tout simplement à la situation sportive. Il n'y a pas de miracle qui va être opérable. Les Pacers ne vont pas lâcher Buddy Hield gratuitement. Et donc derrière, la refonte de l'équipe qui leur permettrait, sachant qu'ils restent compétitifs, les Lakers seront compétitifs mais pas armés pour un titre. Et donc c'est Brownie, quoi. Et tu n'arriveras pas non plus à faire atterrir des gros franchises parce que tout le monde ne veut pas forcément non plus jouer avec LeBron. Donc et puis il y a le salary cap aussi. Salary cap, effectivement. C'est intéressant de voir qui va signer Brownie et voir débarquer LeBron dans la foulée. Avant ça, je tiens à mettre un petit bémol. Il faudrait déjà voir si Brownie arrive en NBA. Mais rien que pour l'histoire, la NBA est capable de le faire. On aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais qu'on discute avec notre invité qu'on a eu du mal à avoir, mais il est là. Yann Balikouzou, agent NBA. On en discute tout de suite dans l'ITV décalé. Continue de discuter encore et encore. Ils sont dissipés, mais ils aiment ça. On va discuter avec Yann. Yann, le métier d'agent, peut-être connu dans le monde du foot en France, peut-être un peu moins sur la sphère un petit peu basket. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste. Est-ce qu'il y a des journées types ou pas, mais surtout, comment tu adaptes ce métier de conseil à l'environnement NBA, et notamment à Killian Hayes qui joue du côté des Pistons de Détroit. Ta question est marrante pour moi, parce qu'on me demande souvent s'il y a une journée type. Il n'y a pas de journée type. Okay. La journée type, elle dépend du mail que tu as reçu au petit matin, de l'appel que tu as reçu, du message que tu as reçu. Donc, il peut y avoir des périodes types, mais une journée type, pas vraiment. Si tu veux qu'on prenne un peu en fil rouge le cas de Kylian, l'idée à la base, dans mon travail de conseil, c'est déjà de définir un plan de carrière. Tu vois, notamment pour lui, c'était le chemin vers la NBA. J'ai un peu évoqué tout à l'heure le fait d'être sûr qu'il ait une équipe où il ait des responsabilités l'année avant la draft. Ensuite, quand tu te rapproches de la draft, il y a tout le travail, comment je vais appeler ça, de lobbying auprès des franchises NBA. Il y a aussi un petit travail de poker menteur parce que en réalité, au moment de la draft, tu ne gères pas grand-chose. Tout ce que tu peux gérer, c'est les différents intérêts qu'il peut y avoir des équipes sur le joueur. Peut-être donner moins d'informations aux équipes où tu n'as pas trop envie qu'il atterrisse. D'accord. En donner plus à celles où tu as envie qu'il atterrisse, mais tu n'es jamais à l'abri, en fait. Et anticiper ce que va être la suite, c'est-à-dire mettre en place une équipe autour de lui. Parce que nous, chez ISI, on est ce qu'on appelle une agence à 360. C'est-à-dire qu'on a un département qui gère le marketing, le PR, social media, tout ça. J'ai également mon associé ici en France, Théo Kosingu, et également on a une structure, ce qu'on appelle une sister company, ici à Paris, qui gère tout l'aspect marketing pour nos joueurs français, francophones. Notamment du fait que je sois dans la société et qu'on ait des joueurs qui ont des sujets ici sur le sponsoring. Et également pour Kylian uniquement, il y a tout l'aspect financial advisor, business manager, avocat et autres, vraiment pour qu'il ait à penser qu'au basket. Et moi, je me place, si tu veux faire un organigramme, tu as le joueur qui est CEO et tu as l'agent qui est juste en dessus, qui est un peu son... Prends la décision. C'est le joueur qui embauche l'agent, il ne faut pas oublier une chose. D'accord. Moi, je le conseille. Je suis un peu, si tu regardes des films d'anciens mafieux, je suis un peu le consigliere, tu vois. Et voilà, qui conseille, qui est... Voilà, un peu, voilà, le COO, le Chief Operating Officer. Bon, Melvin a une question pour toi, justement, sur ta fonction et ta relation peut-être avec Kylian. Ok. Ouais, moi, c'est vrai qu'on entend souvent parler, enfin, on sait souvent que les agents négocient les contrats, etc. Mais quel est ton rôle pendant la saison auprès de tes joueurs, auprès de Kylian, par exemple, quand tu vois que Détroit a drafté Kate Cunningham, qui draft Jaden Ivey 2 années de suite? Quelles sont les discussions que tu as avec le joueur, mais peut-être aussi avec la franchise pour savoir quel est peut-être le plan à long terme qu'ils ont pour ton joueur?
Très bonne question. Donc, déjà, tu sais que la partie négociation pour un agent NBA, elle est infime, en vrai. Déjà, à la draft, il n'y a rien à négocier. C'est des contrats qui sont conventionnés. Et la partie négociation par rapport à tout ce qu'on fait pendant la saison, elle tient sur une période très courte. Concernant, par exemple, le cas de Kylian avec les drafts de Cade et de Jaden, il faut savoir que j'ai une très, très bonne relation avec le front office, notamment avec le GM, Troy Weaver, qui est vraiment celui qui a drafté Kylian, qui a voulu drafter Kylian et qui croit beaucoup en lui. Maintenant, quand ils draftent Cade, quand ils draftent Jaden Ivey, leur stratégie, c'est drafter the best available. Ouais. Il se trouve que c'est des gardes. Maintenant, leur idée, c'est aussi de se dire au coach, on te donne une équipe, on draft ces joueurs-là, à toi de make it work. Donc en fait, c'est ça. Donc à lui de trouver du temps pour Kylian, pour Cade, et surtout, moi, ce qui a pu me déranger, c'est le rôle. Kylian, s'il n'a pas la balle dans les mains, c'est pas lui. Et quand en début de saison dernière, Kylian joue sur les 10 premiers matchs en meneur avec Cade à côté, mais Kylian n'a pas été bon sur les 10 premiers matchs, ce qui est réel, et que du jour au lendemain, Casey vient et dit « Ok, Cade sera on the ball et Kylian sera off the ball », là, on a un problème parce que tu as Kylian qui se retrouve dans les corners à prendre du spot-up, chose qu'il n'a jamais fait et ce n'est pas ses qualités. Donc là, mon travail, ça a été quoi? Ça a été d'en discuter avec le GM et clairement, on a demandé à ce que Kylian soit dans le second unit pour pouvoir jouer à son poste. Ça n'a pas été accepté tout de suite. On a dû en discuter longtemps. Je crois que ça a été accepté en janvier ou en février et bizarrement, à ce moment-là, il a bien joué. Tout simplement parce qu'il a joué à son poste, en fait. Donc voilà les genres de discussions qu'on peut avoir. Et quand il draft Jaden Ivey, moi je vais vous donner un petit scoop. Le soir de la draft, il draft Jaden Ivey. Il y a eu des trades. Il y a Kemba qui arrive dans les trades. J'ai reçu un texto de Kylian qui me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je crois qu'il était à Paris en plus. Je crois qu'il était à Paris pendant la draft. Et le lendemain, j'ai eu les Pistons au téléphone. C'est eux qui m'ont appelé, avant même que je les appelle. Et ils m'ont dit « Ça ne concerne rien, Kylian. Son poste ne changera pas. Son temps de jeu ne changera pas. Voilà, pour lui, ce n'est pas lui qui a à s'inquiéter dans l'effectif. » Les coulisses de la NBA racontées par un agent NBA. C'est plutôt intéressant d'entendre tout ça et surtout les petites anecdotes. Le téléphone doit souvent sonner d'ailleurs. On va remercier Antoine, Yann. il avait une petite question intéressante. On n'a malheureusement plus le temps, Antoine. Dommage. Ça sera hors antenne. Ce sera hors antenne pour Yann Balikouzou qu'on va remercier. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. J'aime bien l'émission. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, super. En plus, je suis avec des personnes que je connais, que j'apprécie. Bon, c'est cool. Tu reviens quand tu veux. Hein, et puis les joueurs que tu as, s'ils veulent venir, on les prend bien sûr. On va travailler là-dessus. Avec plaisir. Merci Angelo. Avec toujours bien vêtu. Écoute, j'ai un styliste qui s'appelle Sylvain Fian, donc je vous donnerai son contact. Merci Mélissa. Merci à vous. On se retrouve très vite, hein, tu connais maintenant. Les Américains, merci beaucoup. Merci d'être là, fidèle au poste. On va remercier toute la communauté Hype et les techniciens en régie qui travaillent dur pour vous proposer cette émission. Le jeu concours, on le rappelle, hein, ça se passe sur Twitter, l'étoffe des héros. La draft d'Alexis Aginsa, vous nous répondez, puis on vous donnera le vainqueur la semaine prochaine dans notre prochaine émission. Écoutez, c'est terminé. Non, il y a le replay. Le replay est disponible sur YouTube de Hype et sur le site de Sport en France. Je vais y arriver. L'application aussi à télécharger. Vous avez tous les contenus et ensuite vous pouvez même échanger avec nous. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Hype NBA. À bientôt. Ciao.